Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, 19h à Gaza. Nous sommes le jeudi 9 octobre. Au sommaire de cette édition, est-ce le début de la fin de la guerre à Gaza ? Une chose est sûre, l'espoir renaît avec un accord conclu entre Israël et le Hamas. Les heures à venir seront décisives pour consolider la paix, vient de déclarer Emmanuel Macron. Le président français qui va par ailleurs mettre à l'honneur dans moins d'une heure Robert Badinter, l'ancien ministre français de la Justice, entre au Panthéon. Baptiste Coulon nous attend. Et puis enfin, le prix Nobel de littérature a été attribué, donné à l'écrivain László Krásná-Orcály. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Est-ce un pas décisif vers la fin de la guerre à Gaza ? Sur le terrain, tout est encore incertain. Sur le papier, les deux parties, Hamas et Israël, se sont donc mis d'accord sur la première étape du plan de paix américain. Il faut encore attendre l'officialisation, sachant que cet accord doit être validé par le cabinet de sécurité israélien. Le plan Trump prévoit un cessez-le-feu, un échange dans les 72 heures des otages contre des prisonniers palestiniens, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas. Dès l'annonce de cet accord par Donald Trump, il faisait nuit en Israël et à Gaza, des réactions, notamment à Tel Aviv, sur la place des otages, où des centaines de personnes se sont rassemblées. Beaucoup d'ailleurs portent un autocollant avec l'inscription où l'on peut lire « Ils reviennent ». Beaucoup d'émotions aussi en Palestine, que ce soit en Cisjordanie occupée ou dans la bande de Gaza. Notre correspondant à Gaza, Rami El-Meghari, celui qui nous informe jour après jour de l'intérieur de l'enclave sur la réalité de la guerre depuis 2 ans, témoigne. Je suis désolé de parler avec émotion pour la première fois, mais je dois dire que je suis tellement soulagé et je suis optimiste. Et j'ai l'espoir que la guerre s'arrête pour tout le monde et que les gens puissent vivre à nouveau. Ceux qui ont été déplacés de si nombreuses fois, qu'ils puissent rentrer dans leur maison, même si elles ont été détruites par le conflit. Je suis assis auprès de ceux que j'ai interviewés ce matin pour avoir leur réaction. Et ces gens veulent retrouver leur vie au plus vite. Ils espèrent que la paix prévaudra dans cette partie du monde. Pas seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens, pour tous ceux qui sont concernés. Le témoignage de notre correspondant à Gaza, Rami El-Meghari, propos recueillis par Frédéric Misselin. Alors il reste encore de nombreuses questions en suspens suite à cet accord, mais déjà des conséquences. Exemple, 153 camions d'aide humanitaire chargés de nourriture et de médicaments sont déjà partis d'Égypte pour rejoindre Gaza dans les prochaines heures. Par ailleurs, nous avons appris que Donald Trump pourrait se rendre en personne à Jérusalem ce week-end. Il attend au moins le jour où commenceraient à être libérés les otages. Selon cet accord, tous les otages devraient être de retour au plus tard lundi, y compris les corps des otages morts. Mais une autre question se pose alors. Mathias Trout, bonjour. Bonjour. Comment retrouver des corps parfois perdus de vue par le Hamas ? Mathias, ce sera alors le travail d'une équipe spéciale internationale. Oui, c'est un problème que les négociateurs connaissent depuis longtemps. Le Hamas ne peut pas localiser tous les corps des otages morts en détention, soit parce que les bombardements israéliens ont détruit leurs prisons, soit parce que ces otages étaient détenus par une faction pas totalement contrôlée par le Hamas. Selon CNN, il y aurait quelques cas sur les 28 corps d'otages restants. Alors pour les retrouver, les négociateurs ont imaginé une équipe spéciale internationale. La Turquie, le Qatar et l'Égypte viendront aider Israël et les États-Unis dans les recherches. Ils donneront du personnel, des financements et des renseignements à la Croix-Rouge.
Le Hamas pourrait donc mettre plus que 72 heures à rendre tous les otages, vivants ou morts, alors que 72 heures, c'est le délai fixé par l'accord de cessez-le-feu. Israël veut quand même rester optimiste, même si, hors micro et toujours selon CNN, des responsables israéliens s'attendent à ce que plusieurs corps d'otages ne soient jamais retrouvés. Mathias Troud, dans votre journal en français facile. Le journal en français facile. Il est 18h05 à Paris, RFI en édition spéciale dans moins d'une heure. Robert Badinter va entrer au Panthéon, ce qui veut dire que l'ancien ministre de la Justice en France, ancien avocat, entre dans ce temple républicain des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de France par leur action. Le Panthéon, un édifice situé au cœur de Paris, dans le quartier latin, où vous vous trouvez. Baptiste Coulon, bonsoir. Baptiste Coulon, en direct des abords du Panthéon pour RFI. Baptiste, la cérémonie ne va pas tarder à commencer. Oui, reconnaissant cette devise que l'on aperçoit sur le ponton du Panthéon appliqué d'ici quelques minutes à Robert Badinter, le cercueil de l'ancien ministre de la Justice va remonter lentement la rue Soufflot en face du Panthéon avant d'entrer sous la nef du Panthéon. Un cercueil porté par des membres de la garde républicaine, même si, il faut le noter, le corps de Robert Badinter ne sera pas dans ce cercueil. En lieu et place, il y aura notamment sa robe d'avocat. Robert Badinter repose toujours en fait dans un cimetière au sud de Paris où sa tombe a d'ailleurs été profanée ce matin. Cette procession, elle devrait durer une trentaine de minutes, 30 minutes qui permettront de revenir sur 3 moments forts de la vie de Robert Badinter, sa jeunesse notamment marquée par la déportation de son père en camp d'extermination, son engagement au service des valeurs républicaine et enfin pour l'abolition de la peine de mort. Merci beaucoup Baptiste. Excusez-nous pour la mauvaise qualité de cette ligne. Baptiste Coulon, Jadel Khoury, nous vous retrouverons en fil conducteur dans notre prochaine édition spéciale Panthéonisation de Robert Badinter, animé par Romain Ozoui. L'actualité française marquée aussi par cette décision de justice. 10 ans de prison pour un homme coupable d'avoir violé Gisèle Pelicot. L'accusé avait déjà été condamné à 9 ans de prison pour viol lors du procès dit de Mazan où une 50aine d'hommes avaient été jugés pour avoir abusé sexuellement Gisèle Pelicot, droguée par son ex-mari Dominique Pelicot. Mais parmi ces 50 accusés, il est le seul à avoir fait appel, à avoir demandé à ce que la justice juge une deuxième fois son cas. Amélie Beaucourt, bonjour. Bonjour Adrien. Cet homme est finalement condamné à 1 année de plus que sa peine originale. Oui, Ousametine Dogan, c'est le nom de cet ouvrier de 44 ans qui a, comme de nombreux hommes, participé aux multiples viols de Gisèle Pelicot. Il a tenu à se présenter une deuxième fois devant la justice. Il considérait qu'il avait été piégé par Dominique Pelicot, l'ex-mari de la victime, celui qui l'a droguée, pour que d'autres hommes puissent abuser d'elle dans son sommeil. Durant les 4 jours de ce second procès, Ousametine Dogan n'a pas arrêté de dire qu'il n'avait pas voulu faire de mal à Madame Pelicot, qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre un viol. Une attitude qui a été interprétée comme du déni, comme un refus de reconnaître ce qui définit justement le viol et qui a exaspéré, agacé l'avocat général, celui qui représente l'État au procès. Il avait demandé 12 ans d'emprisonnement. C'est cette peine qui avait été recommandée aussi contre Ousametine Dogan lors du premier procès. L'accusé avait finalement été condamné à 9 ans de prison, mais aujourd'hui, la peine est plus lourde. Il passera finalement 10 ans derrière les barreaux. Merci Amélie. Amélie Beaucourt dans le journal en français facile. Dans l'actualité européenne, alerte rouge dans le sud-est de l'Espagne. L'agence météorologique nationale a émis cette alerte aux pluies torrentielles sur le littoral d'Alicante, qui pourrait être frappé par des inondations à partir de demain. Un dernier mot de littérature. Pour la 2e fois de son histoire, la Hongrie, consacrée par le prix Nobel de littérature, décerné aujourd'hui à l'écrivain László Krasna-Horkai, âgé de 71 ans. L'auteur est romancier, mais aussi scénariste. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.